Voilà, je voudrais nous inviter encore à applaudir nos deux orateurs de ce matin. Merci beaucoup. Je pense qu'ils viennent de nous provoquer à ne pas nous arrêter au seuil, mais à aller vraiment en profondeur. Et si je peux dire qu'il y a quelque chose vraiment de commun entre les deux conférences que nous venons d'écouter ce matin, c'est, je dirais, cet appel à sortir des enfermements. Le premier orateur nous a parlé de l'université comme enclos initiatique, d'initiation, et je pense que dans sa manière de nous parler de l'enclos, ce n'est pas simplement un lieu d'enseignement, mais c'est vraiment un espace sacré de transformation, destiné à révéler l'être humain dans sa totalité. C'est comment nous nous approprions l'environnement, comment nous le transformons. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que Célestin vient de nous dire encore, en nous rappelant que les concepts de souveraineté n'est pas, je dirais, une sorte de fermeture sur soi, mais plutôt d'ouverture. J'ai cru comprendre une sorte d'hybridation lorsqu'il nous parle de ces savoirs qui doivent être des entrelacements. Entanglement, comme il le disait. Et la grandeur, en fait, de ces conversations, c'est que ça nous replace aussi dans une tradition de pensée. Je pense les profs, Célestin, quand il parlait, il nous a rappelé à quelqu'un comme Kwesi Wiredu, qui déjà avait réfléchi sur cette décolonisation conceptuelle, sur cette refondation des concepts que nous utilisons dans la manière d'approcher le réel, pour ne pas tomber dans ce que Célestin appelait le piège de la périodisation. Je pense on peut retrouver aussi l'écho de Achille Mbembe, certainement, lorsqu'il parle de la décolonisation, si vous voulez, de l'université, qui exige cette transformation, j'allais dire, un laboratoire de circulation, un lieu où les savoirs dialoguent, se métissent et se recomposent d'une certaine façon. Nous avons beaucoup d'autres penseurs qui sont venus avant nous, que nous devons honorer, et je voyais dans les slides du prof Célestin les figures de Moudimbe, les figures de Boussi. On peut parler de Paulin ou Ntonji, qui avait déjà abordé la question de tous ces savoirs endogènes, la rationalité africaine. Donc je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, je voudrais inviter ma collègue Sarah à prendre la parole, et elle va certainement nous lancer dans ces petits échanges que nous voudrions avoir avec nos intervenantes ce matin. Sarah, pardon, votre... Bonjour à toutes et à tous. Je vais dire quelque chose de très relatif. Les pupitres sont toujours très hauts pour moi. Bien. Merci, chers collègues, pour vos présentations. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos présentations inspirantes d'ailleurs. Et j'ai essayé de sortir de mes paradigmes, en quelque sorte, parce que vous nous l'avez gentiment demandé. Mais la question de la modernité et de l'université m'a profondément interpellée. Et je vais lancer cette idée à notre auditoire. Peut-être que ça va provoquer aussi un certain nombre de questionnements. Alors, je vous rejoins sur le versant que vous avez donné de la modernité. Je suis d'accord. C'est un concept qui a été imposé. Alors, dans ma discipline, la linguistique et la sémantique, surtout d'après les travaux de Patrick Charodeau, c'est un linguiste français. Décidément, le micro. Oui, je vais le prendre. Donc, la question de la modernité comme concept et comme imaginaire social peut à la fois être utilisée d'une façon négative et d'une façon positive. Positive lorsqu'on conforte le progrès par la modernité, c'est-à-dire que la modernité est toujours là pour justifier le progrès, la question du progrès.
Et il est aussi mobilisé, la modernité comme concept et comme imaginaire est mobilisé aussi d'une façon négative, surtout dans les discours religieux, c'est-à-dire qu'on oppose à un espace-temps à cette question de modernité, c'est-à-dire regardez cette modernité, elle apporte que la dépravation et tout ça. Je suis d'accord avec vous sur ce flou qui règne autour de la modernité. Alors, sur la question de l'université, c'est là où je vais vous titiller un petit peu et je vais vous soumettre au jeu des règles de l'université. Permettez-moi de le faire. Alors, il y a un lien qui unit l'université et l'épistémologie. C'est la remise en question. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous maintenant. L'université, et vous lui avez donné un versant un peu moderniste, parce que ça rejoint l'idée que vous avez donnée de la modernité. Je suis d'accord avec vous, on peut percevoir l'université de cette façon. L'un des sémioticiens américains, vers la fin du 19e siècle, a donné une définition moderniste de l'université. Il explique que Charles Sanders Peirce, pardon, j'ai oublié de le mentionner. Charles Sanders Peirce a expliqué que l'université est une assemblée d'hommes dotés de pouvoir et d'attributs. Évidemment, on peut se dire que l'université est un espace clos parce qu'il est finalement, il ne permet pas un peu l'interaction avec la société. Mais cette question-là, elle est fondamentale par rapport à la légitimité et la confiance qu'a l'université dans la société. Parce qu'elle est, dans le fond, elle répond à une question principale. Quel est le rôle de l'université dans la société? Eh bien, la simple réponse que je vais pouvoir apporter, c'est qu'elle donne des réponses à la société. Mais ce sont des réponses qui sont cadrées, qui sont des réponses soumises à des exigences, qui sont des réponses qu'on peut qualifier de scientifiques, même si la science est encore relative, je l'avoue, et je l'accorde aux personnes qui sont là. Mais ne croyez-vous pas que l'université est cet élément fondamental, comme je viens de le décrire, qui peut nous aider à mieux comprendre la modernité? Merci. Je reviendrai vers vous, professeur, pour la... Je poserai ma question après ou je la pose tout de suite? Maintenant? Maintenant? Merci pour les questions. J'en ai retenu deux principales. Sur l'idée du progrès. Donc, moi, ma thèse, c'est que l'Occident ne progresse pas. Elle s'enroule sur son refus d'embrasser le monde. Et en réalité, c'est ma thèse, la pensée moderne n'a pas progressé du tout. Elle s'est affinée. Ce n'est pas une pensée chronologique, c'est une pensée spirale, c'est-à-dire qu'elle procède par boucle, et à chaque boucle, elle s'est radicalisée. Donc, je n'ai pas eu le temps là, mais dans la spirale, moi, j'établis des stations. La première station, par exemple, c'est la controverse de Valladolid, quand le pape réunit des experts pour décider si les Indiens sont des humains ou pas, et donc si on peut les réduire en esclavage ou pas. Il y a l'objecteur qui va dire qu'ils font partie de la nature, et de ce point de vue-là, ils font partie du disponible et qu'on peut s'en saisir. Descartes, un an plus tard, revient et développe le tiers exclu, toujours sur le même principe. Lui, il n'isole pas, il ne sépare pas une partie de l'humanité globale, il va séparer globalement l'humanité de la nature.
Les Lumières ne vont faire qu'affiner cela. Ça va être encore plus affiné par Hegel. Donc c'est encore une spirale de plus, mais de la même pensée qui procède par la foi avec la controverse de Valladolid, procède de la rationalité avec Descartes, procède de la raison ou des encyclopédies avec les Lumières, va procéder de l'esprit et de l'histoire avec Hegel, avec la conférence de Berlin, va procéder politiquement, puisque la conférence de Berlin est aussi un grand moment naturaliste. C'est parce qu'on a considéré que des humains là-bas étaient intriqués dans la nature qu'on s'est senti le droit de se les approprier. Et même le mouvement de Berlin, c'est comment pacifier l'Europe en se partageant l'Afrique. En fait, l'Europe a fait la paix sur le dos de la nature, c'est-à-dire que les canons se sont tus en Europe pour être dirigés vers un nouvel ennemi autour duquel tous les pays européens se rassemblaient, qui est la nature. Donc on va arrêter de nous battre entre nous et on va combattre la nature et on va extraire de la culture de cette chose-là. Ça ne s'arrête pas à Berlin, il va y avoir une boucle de plus avec ce qu'on appelle l'économie politique. Adam Smith, j'en avais parlé un peu tout à l'heure, jusque dans notre contemporanéité. L'écologie elle-même est naturaliste, c'est-à-dire que le paradigme naturaliste se renforce même dans sa critique. Le mouvement actuellement écologique radical est pour réserver des espaces naturels, quitte à en expurger des populations autochtones. Et on considère qu'en faisant cela, on est écologique. Alors que nulle part au monde, la nature n'est protégée réellement sans les humains, quand il est en contact avec les humains. Et donc les peuples autochtones sont la meilleure garantie aujourd'hui que nous avons pour sauver le vivant. Et il faut qu'ils restent dans la nature. Mais même ce qu'on appelle le capitalisme vert est une boucle en plus dans la même spirale naturaliste qui se recycle. Et ma contribution finale, c'est de dire que ce naturalisme est aussi incubé en puissance dans la Silicon Valley et que par la Silicon Valley, elle va réaliser définitivement son potentiel. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a progrès. Maintenant, il y avait une autre question sur la remise en question, que l'université est le lieu de la remise en question. Ce n'est pas vrai. Thomas Kuhn nous le dit, c'est-à-dire nous procédons par notre paradigme. Moi et vous ne voyons pas la même chose. Selon ce qui est notre système de valeurs, selon ce qui est ma représentation du monde. C'est ce qui fait la richesse de l'université, finalement. Non, c'est ce qui fait sa pauvreté, c'est que l'université... je ne peux pas moi-même faire ma thérapie. Je dois aller voir un psy. L'université ne peut pas produire sa propre critique. Et les gens qui sont les plus légitimes aujourd'hui pour le faire, c'est les peuples vernaculaires. C'est les peuples à qui on a arraché le droit de parole dans le même mouvement naturaliste, qui sont les mieux fondés aujourd'hui pour incarner la critique de l'université. Entendons-nous bien sur le mot remise en question. C'est contredire un réel, contredire un passé. C'est ça l'idée de la remise en question. Mais ce que vous pensez tous ici, étant universitaire, qu'est le réel, c'est le réel tel que votre paradigme, ce n'est pas le réel pour un Indien d'Amazonie, d'une population non contactée. Et je comprends bien, hein, c'est toute la difficulté pour des humains inscrits dans un paradigme de produire l'effort de frapper de caducité ce paradigme et d'actionner un autre paradigme. Et il faut soit une génération de gens très 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 bons et qu'il y ait en quelque sorte une conjonction où il faut des grands... On a eu par exemple une opportunité extraordinaire, c'était la crise du Covid. La crise du Covid était le moment parfait pour changer de paradigme. Mais il n'a fait, vous avez vu, paradoxalement, que renforcer
le paradigme naturaliste. Et on en est sorti en étant encore plus... En fait, on est d'accord sur la notion de rupture épistémologique, tous les deux, mais nous ne la concevons pas de la même manière. Je suis d'accord. C'est normal. Oui. Merci beaucoup. J'adresse mon propos au professeur Célestin et surtout concernant et je vous remercie pour votre présentation éclairante. Je vais un peu m'appuyer sur ce que vous avez dit vraiment à la fin, sur la question de la souveraineté numérique. Et l'IA, vous avez parlé aussi de l'IA et de la souveraineté numérique, et je trouve que c'est très intéressant de créer aussi un espace de réflexion là-dessus, un espace dans lequel on doit réfléchir, évidemment, on doit poser des règles, on doit fonder, si vous voulez, une réelle réflexion là-dessus. Parce que j'ai lu récemment, pas plus tard qu'avant-hier, que, par exemple, Facebook, en 2023, a supprimé 2,2 milliards de profils faux, fabriqués par l'IA, en 2023. 2,2 milliards de profils, c'est énorme. Ensuite, toujours dans un même exemple, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le lendemain de l'attaque, une vidéo a circulé sur YouTube montrant Zelensky appeler l'armée et leur dire lâchez les armes. Et ça a été créé par une intelligence artificielle. Et là-dessus, est-ce que vous pensez que l'IA est encore plus problématique que le reste de l'aspect numérique? Mais je veux juste avoir votre position par rapport à l'IA, si vous permettez. Merci. Merci, mais je n'ai pas de position sur tous les sujets. Bon, mais sur la question précise, je crois que l'IA, comme toutes les avancées technologiques, a à la fois un énorme potentiel positif et malheureusement aussi un énorme potentiel négatif. Je pense que l'IA, si on a une vraie stratégie africaine pour en tirer le meilleur profit, on peut l'utiliser pour réduire les inégalités. Je crois que ça peut aider énormément dans des domaines comme la santé, et même l'éducation. L'éducation au sens large. Pas simplement des gens qui vont à l'université, mais des gens qui s'équipent de vrais savoirs utiles. Je crois, et je rencontre, quand je marche dans les rues, dans les grandes villes africaines, des enfants qui n'ont pas fait plus que le lycée et qui ont parfois une éducation pas tout à fait terminée, mais qui ont vraiment une boulimie de savoir. Je crois qu'on peut, avec l'IA, les aider beaucoup à s'équiper de choses géniales. Parce que c'est des gens qui ont une grande énergie, beaucoup d'idées, de créativité, et qui sont intimement connectés à leur génération et à leur terroir. L'IA peut aider de ce côté-là. Mais l'IA peut faire aussi toutes les mauvaises choses. Vous en avez donné quelques exemples. La question, évidemment, nos dirigeants vous diront avec raison, on n'a pas les moyens financiers de compétir. Mais le secteur privé a beaucoup de moyens financiers. Le défi pour nous, les soi-disant intellectuels, universitaires, c'est toujours de trouver la bonne formule pour connecter les gens qui ont de l'argent, des ressources, et les mettre, ces ressources-là, à la disposition de ceux qui en ont besoin, mais en tenant compte du fait que les milliardaires ne sont pas des Mother Teresa. Quand on est milliardaire, on n'est pas là pour faire des œuvres de bienfaisance. On veut gagner de l'argent. Notre défi, nous les intellectuels, nous les banquiers, nous les financiers, c'est d'inventer de nouveaux moyens d'intermédiation pour connecter l'épargne énorme privée qui existe dans nos pays et aussi dans le monde à ces nouveaux savoirs et qu'il y ait vraiment
des stratégies gagnant-gagnant. Et c'est ça le défi intellectuel que nous devons relever. Et c'est tout à fait possible. Donc en gros, je partage vos inquiétudes, mais je suis un peu plus optimiste. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, toujours dans cette idée de créer aussi de voir la part aussi dans le point positif que peut apporter l'IA, Elon Musk, je ne sais pas si vous l'avez appris, maintenant est en train de réfléchir à une IA, ce qu'il a qualifié d'éthique. Une IA équitable, une IA éthique qui s'inspirerait que des sites reconnus, confirmés, et tout ça. Je ne sais pas si cela pourrait arriver un jour, mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos présentations. Je pense qu'on donne la parole au public. Voilà, merci. Merci. Alors, nous allons demander au public, merci beaucoup, nous allons demander au public, pas forcément des questions, si vous avez juste un commentaire, soyez bref, parce que nous essayons de gérer le temps aussi. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser. Le micro va circuler, on va prendre peut-être 2 ou 3 questions maximum. Si je peux voir les mains en l'air, s'il vous plaît, comme ça on peut choisir en avance. Oui, je vois déjà 2. Nous vous dirions, et puis une dame. D'accord, merci, on va prendre les 3. Merci, s'il vous plaît. Ouais. Il fallait commencer par la dame. C'est lui qui va répondre aux questions. Merci beaucoup. Alors, moi je commencerai d'abord par féliciter les orateurs et dire à quel point j'ai été extrêmement intéressé de suivre vos conférences, en particulier la conférence de l'anthropologue architecte, qui illumine très clairement cette nécessité pour les universitaires de casser les murs des universités. Et en discutant avec les collègues tout à l'heure, je disais, je vais donner mon temps de parole à l'architecte tout à l'heure pour qu'il puisse continuer son exposé. Vraiment bravo. Je veux juste continuer votre propos plus tard, peut-être dans une autre discussion. Par contre, pour le grand professeur de la prestigieuse université de Harvard qui mange le très bon ndolé aux États-Unis, je voudrais simplement dire, probablement la personne avec qui vous avez discuté de ce qui serait le saut culturel au Sénégal, probablement c'est quelqu'un qui n'a pas véritablement lu Cheikh Anta Diop. Pour citer le riz, le tchéboudian comme le saut culturel, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la charte du Kourougan Fouga, c'est quelqu'un qui n'a pas lu la question de l'unité culturelle de l'Afrique noire. C'est probablement quelqu'un qui oublie qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas un saut culturel au Sénégal qui soit différent de tout ce qui traverse l'Afrique de manière globale. Et en conséquence, c'est quelqu'un qui probablement n'a pas lu des cours d'histoire qui disent que nous sommes Africains, Afrique noire, probablement les seuls au monde à avoir connu 400 ans d'esclavage suivi de 150 ans de colonisation. Et dans ces conditions-là, poser simplement la question de qu'est-ce qui fait le saut culturel d'un peuple me paraît être une façon d'introduire le sujet extrêmement partisane, j'ose dire. Mais ça correspond un peu à cette discussion entre le Sénégal et le Cameroun, puisque nous revendiquons les deux pays de détenir le meilleur football, n'est-ce pas, que nous avons créé. Par contre, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous sur Senghor. Je pense, moi je suis foncièrement d'accord avec toutes les critiques qui considèrent que Senghor a été plutôt naïf dans sa façon prospective de voir l'histoire de l'Afrique. Il est probablement un talentueux poète, un talentueux donc continuateur de l'art oratoire finalement colonial, mais Senghor n'a pas été un visionnaire pour le développement et évidemment c'est facile de le dépasser. Et j'ai été heureux, moi je ne suis pas politologue, je suis anthropologue, et j'ai été heureux de voir dans les questions que vous avez mises dans notre besace de jeunes chercheurs, ces questions autour de la continuation du questionnement autour de Cheikh Anta Diop. Merci infiniment.
Bonjour à tous et à toutes. Félicitations aux intervenants de tout à l'heure. Eliana Touzine-Viva de l'Université de Tuileries, Madagascar. Ma question s'adresse principalement